Mesdames et messieurs, bonsoir. Édition spéciale ce soir. Installez-vous confortablement. Les titres, les voici. Face à la série d'inondations particulièrement dévastatrices cette année, de nouvelles dispositions sont annoncées par les autorités pour mieux gérer la situation les prochaines fois. La construction de nouvelles infrastructures est envisagée à cet effet. Puis des voix s'élèvent contre les traitements inhumains infligés aux Togolais de la diaspora, particulièrement en Turquie. Les autorités togolaises sont appelées à agir. Nous ferons le point. Puis, au-delà de nos frontières, précisément au Niger, le mouvement de mutinerie qui a eu lieu ce mercredi a finalement eu raison du régime de Mohamed Bazoum. Le pays est désormais dirigé par le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, une nouvelle entité formée par des militaires haut gradés. Des analyses sur la situation à suivre dans cette édition. Autre actualité, en présence de plusieurs chefs d'État du continent africain et de plus de 5000 participants, la deuxième édition du sommet Russie-Afrique a démarré ce jeudi. Des précisions sur la première journée de cette rencontre dans un instant. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous, les détails, c'est tout de suite. Actualité au Niger à l'entame de cette édition, la situation semble ne pas aller vers l'apaisement. Le renversement du régime de Mohamed Bazoum détenu a été confirmé hier soir. Le pays est désormais sous le contrôle du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, une nouvelle entité formée par des militaires haut gradés. Les précisions sur la situation actuelle dans ce reportage signé Harold Messan-Atto. Le Niger est actuellement divisé entre les partisans du président et les instigateurs du putsch militaire. Le peuple nigérien semble en majorité opposé au coup d'État, alors même que le chef de l'état-major de l'armée a annoncé se rallier aux putschistes, tout en indiquant qu'il refuse toute intervention venant de la moindre force armée étrangère. Des manifestations et des heurts sont en cours dans le pays. Ce qui a débuté comme une tentative de coup d'État a été confirmé par des militaires en tenue qui ont annoncé dans la nuit du 26 au 27 juillet à la télévision nationale avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Ce dernier est détenu depuis le matin du 26 juillet 2023 dans le palais présidentiel. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées, un couvre-feu fixé à 22 heures est instauré dans tout le pays et les putschistes contrôlent la télévision et la radio nationale. Pour rappel, le putsch a débuté le 26 juillet à 10 heures temps universel avec la détention du président nigérien et de son premier ministre par des membres de la garde présidentielle. Dans la même journée, la présidence nigérienne a déclaré dans un communiqué que certains membres de la garde présidentielle ont lancé un mouvement anti-républicain et ont rappelé que l'armée nationale était prête à les attaquer s'ils ne revenaient pas à la raison. L'armée nigérienne, au départ hostile à ce coup d'État, a finalement annoncé avoir rejoint les putschistes. Cependant, qu'est-ce qui expliquerait la situation actuelle au Niger? Les éléments de réponse dans cette analyse faite par Kofi Kligué. Le communiqué de destitution du président Bazoum a été lu par le colonel-major Amadou Abdraman tard dans la nuit du mercredi. La garde présidentielle reproche à Mohamed Bazoum la détérioration continue de la situation sécuritaire du pays depuis son accession à la magistrature suprême en 2021. La mauvaise gouvernance économique et sociale fait partie aussi des griefs que les militaires regroupés au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, retiennent contre Mohamed Bazoum. Le Conseil national qualifie aussi le régime Bazoum d'être foncièrement corrompu. Dans la matinée du mercredi, le président Bazoum avait initié un pourparler avec sa garde présidentielle. Après des heures de discussion, aucun consensus n'a été trouvé entre le président et sa garde présidentielle. Cependant, les sujets au menu de la discussion entre lui et sa garde ce mercredi matin n'ont pas été dévoilés. L'échec du pourparler de mercredi matin a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ainsi, le président Bazoum a été séquestré juste à la fin du pourparler. Ce 27 juillet, le chef d'état-major a apporté son soutien aux putschistes, aux grandes dames des communiqués nationaux et internationaux condamnant le coup d'État. Une union des partis politiques de l'opposition s'est aussi prononcée en faveur du coup d'État.
Dernières informations relativement à la situation actuelle au Niger, les réactions de la communauté internationale ne cessent de pleuvoir. Selon Berlin, le coup de force est en gifle pour la population. Les États-Unis, l'ONU, l'Union africaine ainsi que la Russie appellent à la libération du président Bazoum, alors que ce dernier affirme sur Twitter que les acquis démocratiques du Niger seront conservés. Il faut le dire, le cas du Niger vient s'ajouter à toute une liste de pays touchés par les coups d'État et de façon précise en Afrique de l'Ouest. Une situation qui en réalité ne laisse personne indifférent, mais qui bien au contraire suscite une série de réflexions et de questionnements. Une analyse succincte de la situation générale dans ce reportage signé Promise Gomebe et commenté par Félicité Chapla. Les coups d'État reprennent et se succèdent en Afrique et particulièrement dans l'espace ouest africain après plusieurs années de calme relatif. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, puis en dernier lieu le Niger, 6 ayant abouti sur un total de 12 tentatives dans un intervalle de 3 ans. Même si le contexte diffère d'un pays à un autre, il s'agit d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement au bénéfice des officiers militaires, ceci n'étant pas sans conséquences aussi bien sur les citoyens que l'image du pays à l'extérieur. Prenant l'allure d'un effet de contagion, la tendance suscite inquiétude et pousse à des interrogations, surtout que les causes restent profondes et diversifiées. Elles seraient liées, pour plus d'un, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de certains de ces pays, doublée de la mauvaise gouvernance socio-économique. L'impact des coups d'État varie d'un contexte à un autre, mais l'on peut noter, entre autres, des préjudices économiques, l'instabilité caractérisée, quelquefois par des emprisonnements, la répression violente et la restriction de certains droits. Élu récemment à la tête de la CEDEAO, Bola Tinubu, le président nigérian, s'est engagé à faire de la consolidation de la démocratie une priorité et l'on attend de voir ses preuves. Pourrait-il sortir l'Afrique de l'Ouest de ce mal? La solution sera-t-elle trouvée? L'on se demande ce que nous réserve l'avenir. Fermons l'onglet Niger pour nous intéresser à présent à l'actualité nationale. Le dédommagement des victimes des violences à caractère politique de 1958 à 2005 confié au Ashkroun par les autorités fait partie des recommandations faites par la CVJR. Celles restantes semblent cependant souffrir d'un certain manque de volonté des acteurs politiques du pays à voir le processus aboutir. Le sujet nous intéresse. Bernard Canvi, reportage. Les crises sociopolitiques qu'ont connues le Togo ont souvent engendré des fissures des liens sociaux et tétanisé les interactions entre divers groupes ethniques togolais, surtout en milieu multiculturel. Cette atmosphère conflictuelle qui a longtemps entaché le vivre ensemble social a retenu l'attention de différents acteurs sociopolitiques. Pour amener les Togolais à se pardonner et à se réconcilier, le gouvernement a mis en place en 2009 la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Cette dernière accouche de 68 recommandations après 2 ans d'activité. Le rapport de ces recommandations est remis au chef de l'État Faure Gnassingbé en avril 2012. Même si en 2014, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun a vu le jour pour parachever les missions de la CVJR, cependant, pas grand-chose à part le recensement et l'indemnisation des victimes des crises sociopolitiques que le pays a connues de 1958 à 2005. Il est donc temps que les autorités passent à la mise en application des autres recommandations pour favoriser le pardon et la réconciliation nationale. Et toute autre actualité, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes poursuit sa mission de régulation sur l'ensemble du territoire togolais. Dans cette optique, l'institution a lancé un avis d'appel d'offres afin de se doter d'une station mobile de contrôle des fréquences. Harold Messan-Ato pour les précisions. Afin de mieux superviser le secteur du télécom au Togo, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP multiplie les actions et les sanctions. Dans le but d'intensifier le contrôle des fréquences, l'institution compte mettre en place une station mobile de contrôle. Cette installation va permettre à l'ARCEP de disposer facilement et rapidement de données fiables afin de mieux vérifier la qualité des services offerts par les 2 fournisseurs de réseaux de télécommunications du pays à leurs consommateurs. Une unité mobile se compose d'un véhicule équipé d'un système de mesure qui peut être utilisé pour réaliser les activités de contrôle. Elle permet entre autres de mesurer et d'analyser le signal, de détecter et de localiser les émetteurs,
de transmettre des données collectées par l'unité mobile au centre de contrôle et d'échanger les informations techniques entre les unités fixes et les unités mobiles de contrôle. Les précipitations durant les saisons pluvieuses au Togo ont toujours été la cause des inondations dans certaines localités. C'est une réalité. Dans le souci donc de mieux gérer ces inondations, les prochaines fois, la construction de nouvelles infrastructures par le gouvernement est annoncée. Les précisions dans ce qui suit. Les retenues d'eau, les infrastructures de drainage des eaux pluviales et d'assainissement, entre autres, font partie des mesures prises pour empêcher les conséquences dramatiques qu'entraînent les fortes pluies sur les conditions de vie des habitants. Avec une capacité de contenance la plupart du temps inférieure au volume réel d'eau à accueillir, les retenues d'eau censées servir ne se montrent plus utiles en fin de compte. Vu donc les états non adaptés de ces infrastructures déjà existantes, aux réalités qui se présentent, le gouvernement entend redoubler ses efforts. Ceux-ci vont concerner la construction d'autres infrastructures d'assainissement, de bitumage et des ouvrages d'éclairage. À travers ces nouvelles dispositions, le gouvernement compte mettre terme aux catastrophes qui jusque-là n'ont cessé de se présenter une fois les précipitations enregistrées. Puis face aux traitements inhumains et dégradants infligés à la diaspora africaine en général et celle togolaise en particulier, le mouvement Martin Luther King, dans un récent communiqué, tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités togolaises sur la situation de ces jeunes Togolais. Elodie Yenchabré pour les explications. Alors que les relations de l'Afrique et la Turquie ont connu un renforcement ces dernières années, le mouvement Martin Luther King déplore le traitement subi par les diasporas africaines en Turquie et considère ces actes de torture et de répression comme inacceptables et tristes. En effet, une vague d'arrestations se fait actuellement sur les Africains en situation irrégulière en Turquie et les Togolais ne sont pas épargnés. Et pour preuve, plus d'une dizaine de Togolais seraient emprisonnés et des traitements inhumains et cruels leur serait infligé selon le mouvement Martin Luther King. Face à cette situation, dans un communiqué, le mouvement tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités sur la situation de ces derniers. En outre, il demande aux dirigeants africains en général et aux autorités togolaises en particulier de rappeler à la Turquie les intérêts entre alliés et partenaires, les mesures de réciprocité qui doivent être exercées. Par ailleurs, rappelons que chaque année, des milliers d'Africains et d'Africaines prennent la route pour tenter leur chance dans les pays du Golfe. Malheureusement, la plupart subissent des conditions de vie inhumaines comparables à une forme moderne d'esclavage. Au-delà de nos frontières, cette fois-ci, le deuxième sommet Forum économique à Russie-Afrique a débuté ce jeudi. Plusieurs chefs d'État y prennent part. L'accord des céréales est au cœur des discussions, mais également l'état de la coopération Russie-Afrique ainsi que la place du continent africain au cœur du Conseil de sécurité des Nations Unies. Reportage. Vladimir Poutine accueille ce jeudi ses partenaires africains à Saint-Pétersbourg pour un sommet Russie-Afrique. Il s'agit du deuxième sommet du genre en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains. Il est évident à nos yeux que la Russie a toute sa place pour se poser en tant que partenaire majeur et nous sommes prêts à aborder avec elle toutes les grandes questions de coopération. Cet événement doit permettre de redorer l'image de la Russie et de battre en brèche son isolement sur la scène internationale près d'un an et demi après l'invasion de l'Ukraine. Un test diplomatique pour Vladimir Poutine. L'un des enjeux de cette assise est de définir une nouvelle stratégie de coopération avec l'Afrique. L'Afrique d'aujourd'hui et de demain a le droit d'obtenir sa participation au système de décision collectif et d'accéder au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Peut-on alors parler de la rupture entre l'Afrique et ses partenaires occidentaux en faveur de la Russie? Il serait encore prématuré d'en déduire ainsi. Mais Kremlin promet la signature des accords en marge de ce sommet. Par ailleurs, le président russe promet des céréales gratuites pour 6 pays du continent dans les mois qui viennent. Une cinquantaine de ressortissants sénégalais ont été rapatriés hier soir de Dakhla au Sahara occidental. Ils avaient été interceptés par le Maroc alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Des femmes ainsi que des enfants faisaient partie du convoi.
Le Sénégal a rapatrié mercredi soir une cinquantaine de ses ressortissants de Dakhla au Sahara occidental. Ils avaient été interceptés par le Maroc alors qu'ils tentaient de rallier l'Europe. Parmi ces infortunés se trouvent des femmes et des enfants. Nous avons pu ramener avec nous environ 50 migrants, dont ceux dont l'état de santé, évidemment, nécessite une évacuation par avion. Donc, les 19 qui étaient hospitalisés, nous en avons laissé un encore à l'hôpital, qui, lui, quand même, est assez affecté. 16 migrants sont morts lundi dans les environs de Dakar dans le naufrage de leur embarcation, alors qu'un autre bateau a chaviré le 12 juillet à Saint-Louis, dans le nord du pays, faisant au moins 14 morts. C'est donc tout pour l'actualité de ce soir. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de cette édition sur notre compte YouTube ainsi que des extraits sur nos différents comptes sociaux.